Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Regardez comment c'est mignon. Elle est grimpante, elle est bleue et elle fleurit tout de suite pendant l'hiver, à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante grimpante, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, on va pas garder le suspense plus longtemps. Cette plante, c'est la clématite des Alpes, Clématis alpina ou encore astragène. Cette plante merveilleuse fait partie des grimpantes classiques, des clématites classiques que l'on peut trouver dans tous les rayons chez les pépiniéristes ou chez les horticulteurs ou encore dans les jardineries. Elle est cependant pas aussi pratiquée que les autres clématites. Alors, on va d'abord commencer par la présentation de cette ce grand genre des clématis, parce que là, il y a du monde et il y a du monde au portillon depuis des années et des années, tant cette plante est une plante à succès depuis au moins une quarantaine d'années. Donc ça ne cesse et les variétés arrivent. Alors, pour être clair, présenter les clématites. Tout d'abord, on a la famille la plus connue. Quand on dit clématite, on a forcément, pour ceux qui savent de quoi on parle, on a les clématites Jacquemanie et tous les hybrides à grandes fleurs qui sont des plantes en général remontantes, caduques et qui vont offrir ces fleurs si magnifiques. Je vous mets des photos parce que là, il y en a des séries. Il y a la Président, il y a Madame Jacquemanie, il y a encore Gloire de Ville de Lyon, pardon. Donc là, c'est vraiment un très grand classique. Une deuxième série, parce que c'est moi qui ai fait une petite classification comme ça, une deuxième série, ce sont les clématites dites précoces, qui ne sont pas remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une floraison de 3 semaines, un mois et demi grand maximum. C'est très ramassé, mais alors ça vous en met plein les yeux. Alpina en fait partie, mais il y en a une autre, et là on a déjà fait une petite vidéo là-dessus, c'est la clématite montana, autrement plus diverse au niveau de la floraison, avec un choix qui est quand même très intéressant. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle des clématites dites botaniques. Alors là, il y en a une cavalerie incroyable, et c'est d'ailleurs à partir des clématites botaniques, dans ce type de clématite, qu'on va chercher les nouveaux hybrides et les nouvelles espèces à mettre sur le marché, parce que la clématite, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un monde à part et avec un choix et des variétés à n'en plus finir. Et Cocorico, c'est assez français d'ailleurs, hein, la clématite. Les meilleurs obtenteurs, les meilleurs créateurs sont encore en France et en production, les plantes grimpantes françaises sont quand même particulièrement belles et performantes. Alors, dans ces clématites botaniques, je vais en citer qu'une dont on va parler très prochainement. C'est la clématite Armandie. Il y en a une autre hein, qui fleurit jaune, qui s'appelle Tangutica, une clématite de collection qui commence à trouver sa place dans les rayons. Majoritairement, hein, c'est les grandes fleurs. Ensuite, on a la montana et accessoirement, il faut la réclamer chez votre pépiniériste, clématite alpina. Alors, on va continuer aussi à présenter cette famille, la famille des redonculacées. La famille des redonculacées propose un choix, je vous l'ai dit, incroyable. La majorité, la très grande majorité des clématites est caduque. Il y a bien des exceptions, on en parlera. Il y a un grand nombre de fleurs non parfumées. Il y a toujours une exception. On trouvera des plantes herbacées, ligneuses, semi-ligneuses, d'une majorité absolument grimpante. On a à peu près une douzaine d'espèces qui sont européennes. On les trouve à peu près sur tous les continents. Amérique du Nord, évidemment, Australie, Asie, Europe, avec nos 12 espèces, à peu près, oui, nos 12 espèces, tout à fait. Et on en trouve aussi en Amérique centrale, qui va proposer certainement des clématites un peu plus frileuses. Mais tout ce beau monde contribue à un choix vraiment incroyable. Alors, au niveau de l'histoire, les clématites sont arrivées progressivement de Chine et en Espagne tout d'abord. Et là, je vous invite à rejoindre la description parce que l'histoire est assez complexe. Il y a eu plusieurs vagues de clématites qui sont arrivées en Europe et elles ont contribué littéralement au choix qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quand on dit clématite, il y a aussi une plante que vous croisez si vous vous promenez en campagne, en hiver, plus probablement, car on identifie ces plumées. Je vous mets des photos. Et ça, c'est la clématite viticella, qui est une clématite sauvage, presque envahissante, on va dire, qui aime bien s'emparer d'une végétation non entretenue. Je parle de haies, quand il y en a encore en France, c'est ma foi, somme toute très rare, des haies qui ont de l'âge. La clématite, c'est cette plante qui va grimper, qui va s'enrouler dedans et qui va proposer ces petits plumeaux qui perdurent tout au long de l'hiver et qu'on voit encore en février-mars. Hein.
Donc c'est une plante assez connue qui a notamment contribué dans l'histoire à quelques soins pour la peau. Je parle de la santé aussi. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qui est toxique, à tel point que la sève de la clématite viticella servait pour certaines personnes, les mendiants en l'occurrence au Moyen-Âge, pour s'en enduire le visage et avoir un visage irrité, rouge, parce que cette sève, cette proto-anémonine, est particulièrement toxique, vivement toxique, notamment pour les animaux de compagnie. Elle est irritante, elle peut être purgative et elle pourrait avoir vraiment, par moment, un effet plus que dangereux. Je parle plus de la viticella, mais d'une manière générale, les clématites contiennent de cette proto-anémonine qui est quand même dangereuse, hein, pour le moins irritant. Donc on fera toujours attention quand on manipule ces plantes-là, et notamment quand on l'utilise main nue, comme je le fais là, bien que je ne touche pas le feuillage, de ne pas se toucher les yeux, les narines, en tout cas les muqueuses. C'est là où il y a un petit risque, évidemment. Pour ce qui est de clématis ou de clématite en français, clématis, ça vient du grec clémas, qui veut dire sarment, rameau, serment, sarment, plante sarmenteuse, plante qui s'enroule. Bel et bien, les clématites sont des plantes grimpantes qui vont avoir le plus bel effet sur une treille, sur un mur, à condition d'avoir un support, sur un grillage, ou tout simplement, pour les clématites à grandes fleurs, entremêlées dans un rosier, c'est du plus bel effet. N'oubliez pas qu'une clématite dans un talus au sol, à condition qu'elle ne soit pas en compétition avec d'autres plantes, c'est particulièrement intéressant. Alors c'est pas du tout pratiqué, mais c'est du plus bel effet. Alors ces plantes-là, évidemment, au printemps, vont vous offrir une floraison absolument exceptionnelle qui va durer un mois. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour la Alpina ou la Montana. Alpina, c'est une non remontante, c'est un mois de fleurs. Pas de parfum pour celle-là, je le rappelle. L'intérêt de la clématite alpina, de l'astragène, de la clématis alpina, clématite des Alpes, c'est d'avoir tout d'abord un beau feuillage vert tendre et très découpé. Je pense que le feuillage est beaucoup plus intéressant que pour les autres espèces. Très nettement, le feuillage est déjà particulièrement attractif. La floraison, elle, est assez somptueuse. Pour certains, elle rappelle l'encolie, avec une clochette qui retombe quelque peu, 4 pétales, une fleur assez précoce dans la saison, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Pour ce qui est de la plantation, de la culture de la clématite alpina, c'est assez simple. Ce sont des plantes relativement solides. On prendra soin, évidemment, à chaque plantation de mettre une tuile, une planche, on va me dire c'est pas très beau, mais en tout cas une protection au niveau du pied. Parce que Madame Clématite, et ça c'est un dénominateur commun pour toutes les clématites ont besoin d'avoir la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Et si vous le faites pas, vous constaterez une dégénérescence et voire une disparition en pensant qu'elle est malade ou qu'une bestiole vous l'a mangée. C'est tout simplement que le talon d'Achille, c'est bel et bien ce pied qui, quand il est au soleil, va tout simplement prendre beaucoup la chaleur et progressivement la plante va s'altérer, va s'abîmer pour disparaître totalement. Alors on met une tuile, on met une planche et puis devant vous mettez un géranium vivace. C'est particulièrement intéressant parce que ce géranium vivace a une végétation assez dense et couvrira, cachera cette planche ou cette tuile. La plantation est plutôt automnale. Pas évident, encore une fois, c'est quelque chose que j'argumente à chaque vidéo. Les plantations d'automne, les plantations hivernales, pour les endroits où il ne gèle pas trop fort, sont particulièrement propices, intéressantes, parce que les végétaux en hiver, à défaut de faire des feuilles, de faire des fleurs ou de se développer, elles vont faire des racines dans le sol. Tout est propice à un développement racinaire hivernal afin de permettre une certaine autonomie au printemps ou en été. Je ne vous garantis pas que vous n'aurez pas un peu d'eau à apporter à vos plantes, mais il est évident qu'une plante plantée en automne aura plus rapidement de l'autonomie que celle qui sera plantée au mois de mai quand il fait déjà 30 degrés. Parce que malheureusement ça arrive. Donc plantation d'automne, c'est un réflexe paysan, mais qui est vraiment particulièrement bienvenu par les temps qui courent et avec ce réchauffement climatique. Un bon petit terreau de plantation est nécessaire, un arrosage pour éliminer les poches d'air, un petit stimulant racinaire si vous voulez, du type osiril, c'est particulièrement bien vu. Et quand on procède à la plantation, on prendra soin d'enlever toutes ces attaches parce que pour le transport, la clématite en général fait l'objet d'un tuteur sur laquelle on a mis des petites attaches, des petits liens verts qui font que la plante est complètement ramassée. Donc on va enlever ces liens et délicatement, on va essayer de répartir en éventail ces branches qui sont délicates, fragiles, je vous le cache pas, sur l'éventail, sur le grillage. Et là, on peut éventuellement procéder à un enroulement naturel,
toujours en étant très soigneux, ou alors on les attache avec un peu de raffia qui va se dégrader avec le temps et qui permettra à la plante de continuer à s'enrouler, à se développer sur votre support. Au niveau de la taille, il est nécessaire d'entretenir cette plante qui fleurit sur le bois de l'année précédente. Hein, c'est très important. Elle ne fleurit pas sur le bois de l'année ou sur la pousse de l'année comme la clématite à grandes fleurs, mais elle fleurit sur les pousses de l'année précédente. Donc on fera bien attention à tailler au bon moment. Donc la taille ou le nettoyage s'effectuera en post-floral. Multiplication, division. Alors on peut faire du marcottage aérien, on peut faire de la division quand au bout de quelques années, quand la plante commence à proposer de nombreux démarrages, à ce moment-là, on peut procéder pendant l'hiver à une division en fer de bêche. On peut faire de la bouture à outer, donc en août-septembre. Alors, pas facile de faire de la bouture à outer, il faut attendre quelques années pour avoir des pousses, enfin des branches semi-aoûtées, avec la présence de bois. Donc on parle de plantes semi-ligneuses. Toxicité, ben, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a quelque chose, donc on est très attentif à cette plante lors de la manipulation. Étant entendu que Clematis viticella étant la plus toxique de toutes. En ce qui concerne les maladies, les parasites et les ravageurs, alors la limace fait beaucoup de dégâts sur les clématites au printemps quand celui-ci est pluvieux. On a des pucerons qui adorent les clématites, alors ça c'est pas un scoop, hein, ils sont toujours là pour pouvoir attaquer cette plante. Alors par contre on a deux maladies qui sont assez propres et spécifiques aux clématites. Tout d'abord une maladie que l'on appelle Ascochyta, qui est un champignon vasculaire qui, quand il fait office sur une clématite, alors c'est plus le cas des clématites à grandes fleurs, je ne sais pas si cette plante fait l'objet aussi de cette maladie, mais Ascochyta, c'est un flétrissement général de la clématite pour une disparition, et en plus le champignon reste un peu au sol, donc il n'est pas question de remettre une clématite à cet endroit-là. Ensuite il y en a une autre, et là il faut toujours patienter un tout petit peu, on l'appelle, c'est une bactérie, c'est un bacillus. Alors les symptômes sont assez similaires. On a un flétrissement, un noircissement de la plante, et au bout de quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on constate des nouvelles pousses. Donc là, on taille, on attend que ça repousse. La bactérie, elle fluctue, elle va, elle vient, alors que la Ascochyta est définitivement en place. Et en plus, ce champignon perdure dans le sol, donc il faut être très attentif. Si ça redémarre, c'est juste embêtant, mais tout compte fait, c'est très peu embêtant. Donc je vous mets les noms et les descriptifs pour ces deux maladies et les symptômes pour pouvoir les identifier. Encore une fois, c'est plus le cas pour les clématites à grandes fleurs. Voilà pour notre clématite des Alpes, l'astragène ou encore le Clematis alpina, hein, pour le parler en latin. Cette plante vraiment sympathique. Alors il existe un certain nombre de variétés, c'est pas celle qui est la plus pourvue, mais on a pas mal de variétés. Allez dans la description, vous verrez tout ça. Une plante qu'il faut réclamer auprès de votre pépiniériste tant elle est intéressante dans nos jardins aujourd'hui, avec cette superbe floraison printanière. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?